Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici depuis le Salon des maires et des collectivités locales en direction Puissance Télévision, ici au Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles, une édition qui réunit chaque année ici l'ensemble des acteurs du service public, des élus bien sûr, des partenaires institutionnels et économiques, tous réunis pour parler des enjeux de nos territoires. Nous sommes ensemble pour une émission spéciale environ d'une heure avec des grands débats, deux débats successifs. Merci à vous, merci à vous de nous regarder, merci à vous d'avoir pris place ici sur ce plateau. Martine Joly, bonjour, vous êtes maire de Bar-le-Duc, présidente de l'agglomération Meuse-Grand Sud. Bonjour. Quentin Brière à vos côtés, vous êtes vous maire de Saint-Dizier, présidente du Grand Saint-Dizier. Bonjour. Et de ce côté, Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François et président de la communauté de communes de Vitry-Champagne et d'Air. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre tout de suite ce débat avec finalement ce qui constitue le cœur de l'action municipale, les défis du quotidien, la santé, l'attractivité, la mobilité, autant de sujets qui rythment la vie au quotidien pour vous et pour les administrés. On commence du coup avec cette question pour vous, Jean-Pierre Bouquet. Quel qui finalement aujourd'hui est le plus grand défi pour vous pour justement répondre à ce service public de proximité ? D'abord, nos collectivités sont plutôt bien gérées, en tous les cas pour ce qui concerne la ville, et nos compatriotes, les citoyens, ne se rendent pas compte des efforts aujourd'hui que les maires et les conseils municipaux font pour apporter un service public de qualité. Mais tout ça va devenir compliqué. Déjà, l'an passé, vous savez, il y a une crise entre l'État et les collectivités locales. On a assisté à un mouvement de recentralisation et maintenant, c'est un mouvement de captation de nos ressources. Moi, si je fais le compte sur les exercices 2024-2025, entre les charges nouvelles et des dépenses et des recettes en moins, c'est 1,1 million que l'État me prélève. 1,1 million. Qui était pas le cas avant. Alors que en 24, je dégage 2,4 millions de CAF, d'autofinancement. En 2025, j'en dégage 1,7. Donc, vous voyez, j'ai déjà perdu 500 000, 23% de baisse d'autofinancement. Mais si ça continue, parce que c'est annoncé, ça y est, c'est parti, ça va être beaucoup compliqué pour les communes. Et en particulier pour les territoires industriels qui sont particulièrement pénalisés. On nous a prélevé l'an passé le DILICO. C'est une espèce de prêt obligatoire qu'on nous rembourserait dans 3 ans. Et puis là, maintenant, non seulement ça ne va plus devenir un prêt obligatoire, ça va être un prêt sous condition de remboursement, comprendre qu'on ne sera jamais remboursé, mais on va le doubler. Donc nous, on a payé 250 000, on va payer 500 000. Et la DCTP, la dotation de compensation pour la taxe professionnelle, nous allons perdre à nouveau 600 000 euros. Cette grosse perte budgétaire, finalement, c'est un conflit majeur entre les collectivités locales et l'État. Quentin Brière, vous êtes d'accord, je vois aussi de la tête justement cette question qui fait grincer les dents, celle du budget, qui est presque aujourd'hui primordiale bien sûr, mais qui est dans toutes les discussions. Est-ce qu'on peut réaliser un projet ? Il faut regarder effectivement le budget même avant l'idée. Comment aujourd'hui on arrive finalement à trouver des solutions pour mener quand même à bien des projets sur le territoire malgré cette baisse drastique ? La baisse, elle est drastique pour nous, les collectivités. Donc c'est très très lourd et il faut serrer tout et vérifier chaque dépense. Donc ça, c'est un effort aussi que les citoyens ne voient pas, mais que le maire doit faire et que nous faisons à l'échelle de nos communes et de nos intercommunalités. Mais plus grave encore, il y a les services publics que nous, on porte à bout de bras et que d'ailleurs, on est parfois de plus en plus obligé de récupérer pour le compte de l'État, mais il y a aussi les services publics que l'État doit apporter. Et là, non seulement on a des problèmes d'argent, mais essentiellement pour les questions de santé, pour les questions de sécurité, pour tous les services publics qui sont un peu plus régaliens, on a des problèmes d'organisation. Le coût de la désorganisation française, j'aimerais qu'il soit chiffré et qu'il nous permette de mesurer combien d'améliorations nous pourrions faire, combien aussi d'ouverture de ces services publics nous pourrions avoir en plus si on était mieux organisés. L'exemple tout simple de l'hôpital qu'on a vécu tous les trois doit nous permettre de mesurer le caractère abyssal de ce problème. Lorsqu'il a fallu avoir des décisions un petit peu fortes sur la question de la restructuration de notre groupement hospitalier de territoire, qui était responsable ? Nous, les élus, présidents de nos conseils de surveillance ? Non. C'est souvent comme ça quand même. L'Agence régionale de santé ? Non. Le comité national de gestion ? Oui, peut-être. Le ministère ? Non. Et au final, on avait 4 acteurs qui se renvoyaient la balle sans savoir réellement qui était le décideur final. Voilà le vrai problème. Ce que vous rencontrez là sur les questions de santé, vous l'avez sur tous les autres sujets. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qu'on va chercher, mais les citoyens ont raison, c'est nous les élus, les maires, parce que nous n'avons pas le droit à l'absence de résultats. Et les citoyens ont raison de venir nous voir et ils peuvent compter sur nous. De fait, on est mobilisés, mais c'est difficile.
Martin Joly, justement, sur ces questions de santé, je rebondis avec vous. Comment, et je sais que justement, vous y travaillez sur le secteur de Bar-le-Duc, comment vous arrivez à aujourd'hui gagner en médecins, jouer sur justement cette carte du manque de médecins dans les territoires? C'est une mission finalement qui aujourd'hui est prise à bras-le-corps par vous, maire de commune, justement pour pouvoir donner vraiment une réponse d'accès aux soins à vos concitoyens. Alors nous prenons en charge un certain nombre de compétences qui devraient être prises par l'État devant la désertification médicale, parce que c'est quand même bien ça qu'il faut nommer. Nous cherchons des solutions, et j'ai envie de dire des solutions non seulement à l'échelle locale, mais aussi des solutions à l'échelle, par exemple, comme le disait Quentin, du GHT. En ce qui concerne, nous, notre communauté d'agglomération, on fait un certain nombre de tentatives de séduction. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et c'est aujourd'hui un défi assez important parce que chaque communauté ou chaque responsable est en compétition avec le voisin. Et on sait bien que la lutte est rude. Alors c'est des journées d'accueil pour nos internes pour qu'ils se rendent compte que aussi dans nos territoires, il est tout à fait capable de vivre, de bien vivre, de s'intégrer. On fait des maisons de santé, mais encore une fois, ce sont nos citoyens et nos impôts qui payent ces maisons de santé. C'est vous qui les portez en tant qu'interco ou en tant que commune. La difficulté, encore une fois, c'est qu'il y a de la concurrence entre les territoires. On est aujourd'hui sur des demandes de professionnels de santé qui sont tout à fait incongrues, à savoir presque offrez-moi le gîte et le couvert et je viendrai travailler pour vous. Donc c'est vraiment des défis qui ne nous relèvent pas de notre compétence, mais que nous mettons en œuvre pour pallier les carences de l'État. Oui, parce que si vous ne le faites pas, effectivement, finalement, où sont les médecins après sur le territoire? Les habitants, forcément, soit vont fuir eux aussi, et parce que justement, ils ne vont pas réussir à se soigner. Jean-Pierre Bouquet, vous voulez réagir? Écoutez, on a mis en cause l'ARS, enfin en tous les cas on s'est interrogé, mais il faut le faire. Nous sommes dans un groupement d'hospitaliers de territoire constitué en 2018. En 2018, il y avait 20 directeurs. Alors on nous dit dans les hôpitaux, il faut des médecins. Bien sûr qu'il faut des médecins pour soigner. Mais aujourd'hui, on est à 44 directeurs. C'est formidable, non? Donc on a créé des postes pour renseigner des tableaux informatiques, pour contrôler l'activité de ceux qui travaillent et qui soignent les patients. Et puis finalement, on marche sur la tête. Sachez qu'aujourd'hui, les hôpitaux, c'est 4 milliards de déficit en France. 4 milliards. L'ONDAM va en ajouter 1. Et qu'est-ce qui se passe dans les très grands hôpitaux? Quelle va être la solution? À quoi on pense dans les très grands hôpitaux? Parce que finalement, les maires, ils président le conseil de surveillance, mais c'est plus des faire-valoir. On a très peu de pouvoir. Le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir, il est au niveau de l'ARS. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les petits hôpitaux qui montent à nouveau la cible, parce que les grands hôpitaux sont bien d'accord que pour faire des économies, il faut regarder à nouveau la carte de l'offre de soins sur le territoire. Et ça, c'est un vrai danger. Et pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une cohésion au niveau des territoires, mais il faut qu'il y ait une réaction politique forte par rapport à ça. Et puis il faut aussi, je pense, qu'on ait le droit à une expérimentation quelconque, en tout cas qu'on ne soit pas traité comme d'autres territoires. Je continue à dire que la ruralité mérite en tout cas une vision et un objectif particulier. Ouais. Encore une fois, quand vous avez... nous, on a une blessure très très importante à Bar-le-Duc, qui est la fermeture de la maternité, qui n'a pas jamais été refermée. Et ce sont vraiment des sentiments, en tout cas, d'impuissance que nous avons face à ça. Et on peut défiler dans la rue, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, je veux dire, cette pénurie-là, elle est accentuée encore dans nos territoires et elle laisse, on va dire, le chemin à des chemins peut-être un peu plus radicaux que les nôtres et qui nous font penser, en tout cas, que nous sommes en danger si à la fois on ne travaille pas ensemble et à la fois l'État ne nous entend pas. Alors justement, cette question de l'accès aux soins, cette question de l'attractivité également du territoire, est-ce que c'est ce qui se sent aussi, l'attractivité du territoire, la présence de médecins y participe, mais la non-présence d'attractivité ne participe pas à recruter de nouveaux médecins. Comment vous réussissez finalement à pouvoir garder des habitants ou en recruter même, à attirer des habitants sur le territoire? Comment on allie tout ça, cette attractivité malgré la baisse budgétaire, malgré ce manque d'attractivité initiale? Moi, je crois que l'attractivité, elle ne se décrète pas. Elle se construit, et elle se construit dans nos territoires en essayant à la fois de capter des publics qui sont captifs, qui sont déjà là, mais aussi en se démarquant, encore une fois, de ce qui ne se fait pas, parce qu'il ne se fait pas ailleurs. L'attractivité, c'est à la fois des équipements sportifs, des équipements culturels, c'est aussi une vie sociale importante, mais c'est aussi des ponts qu'on peut
je veux dire, mettre en œuvre entre Des partenariats entre nos vous. villes et entre nos territoires, parce que de toute façon, on ne fera pas chacun dans son coin un Oui. idéal de lieu, mais c'est en maillant notre territoire d'un certain nombre d'équipements. Mais surtout qu'on est relativement proches, comme vos trois villes moyennes qui sont à une demi-heure l'une de l'autre. Justement, Quentin Briard, la question était pour vous par rapport justement à comment on garde les habitants, comment on en attire, comme dans une ville comme Saint-Dizier. On peut pas vouloir rêver de faire venir des Parisiens, des gens qui viennent d'ailleurs pour qu'ils viennent dans notre territoire. Mais ce qu'a dit Martine est très important. Ça se construit progressivement. C'est quoi la cible? C'est déjà garder nos habitants. Et donc qu'un jeune, il puisse continuer à travailler, à étudier sur notre territoire et puis à fonder sa famille, s'installer, loger, etc. Sinon, l'autre cible, c'est celui qui a quitté notre territoire, notre ville pour étudier, qu'il trouve Faire chez revenir, nous eh bien, tout ce qui lui fera plaisir, tout ce dont il aura besoin pour revenir vivre ici. Il aura besoin de quoi? Un travail. Ça, c'est le plus important. 2, un logement, évidemment. Et 3, et en général, c'est la troisième chose qui vient le plus vite derrière, c'est la question de l'éducation, de la garde de ses enfants. Donc il faut qu'on joue sur ces 3 leviers, plus tout ce qui concerne la qualité de vie, les services publics, ce que nous avons évoqué sur la santé, sur les questions de sécurité et autres. Mais voyez la question du travail. En évoquant le service public, plus l'État se retire, plus les services publics se retirent, plus c'est difficile pour un investisseur, un industriel, De faire confiance dans ce de territoire. rester dans ce territoire. Et on peut s'en parler. Toute mon énergie aujourd'hui est mise à sauver la fonderie Hachette-Driou, les aciéries Hachette-Driou. C'est 240 emplois qui sont là. On peut vouloir être attractif si on n'arrive pas à sauver ces emplois-là et à sauver ce travail, alors qu'il y a un bijou qui se trouve ici, qui est unique, notamment pour EDF, puisqu'il n'y a que 3 fonderies françaises qui sont encore capables de répondre à des Dont commandes. celle-ci. Alors, on aura beau avoir les discours qu'on veut, on aura raté notre travail. Donc c'est pour ça que nous devons être totalement mobilisés là-dessus. Et justement, donc, on envoie un message quand même avec ces pertes, avec ce manque de moyens, un message d'un territoire qui finalement souffre. Hein. Comment on fait justement avec ces baisses de moyens, avec tout ça, pour rechanger un peu cette image, tout la problématique au quotidien? On change de méthode. Alors ça, par contre, c'est un de nos dadas. Moi, je suis persuadé que nos villes, elles ont trop attendu, trop longtemps, que l'argent arrive du national et nous soutienne. En fait, l'argent, il est quand même là. Quand même. Nos dotations de solidarité, elles sont présentes. La dotation nationale de péréquation aussi. Enfin, on a des sous. Mais c'est insuffisant. On s'en rend compte. Donc, il faut continuer à faire appel à ces dotations nationales. Mais la nouvelle méthode que nous, on appelle de nos voeux, c'est de dire il faut qu'on fasse des alliances avec des grands groupes, publics ou privés, mais avec des plus grands que nous, des acteurs nationaux qui ont été transformer les métropoles, transformer les grandes villes, transformer Paris. C'est des groupes privés. Il faut leur demander de venir investir chez nous. C'est ce qui se passe en ce moment avec le groupe Pichet, qui pour la première fois depuis 20 ans à Saint-Dizier va construire un programme de logements neufs non sociaux, dont on a besoin sur notre Vous ville. avez travaillé avec Aubervilliers sur Exactement. ce plan-là. Une autre question, hein, avant d'aborder juste une petite phase culturelle qui est aussi dans finalement cette clé de l'attractivité du territoire. On a aussi une autre question qui, je pense, va prendre un petit peu de place quand même dans ces prochains débats par rapport aux élections municipales, celle de la sécurité. Ce mardi, justement, le président de la République a provoqué une réunion en urgence par rapport au narcotrafic. On a également tous ensemble, vous avez travaillé sur un sujet qui est celui du TSUR, le territoire de sécurité urbain-rural, sur un total de 87 communes tout de même. La création de la police municipale à Chaumont, un projet à Vassy, l'armement de celle de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc, l'équipe cynophile à Vitry. On voit que vous avez justement, et on comprend que cette question de la sécurité, elle est aujourd'hui vraiment primordiale. Elle vient un petit peu dans votre travail aussi au quotidien. Est-ce que c'était vos missions régaliennes au départ? Vous allez nous le dire. Et justement, concrètement, en tant que maire, c'est quoi finalement votre job sur cette question de sécurité? D'abord, on est dans un domaine dans lequel il faut clarifier. Parce qu'on en est dans un point où on confond incivilité et insécurité. Bon, quand vous avez quelqu'un qui fait un peu de bruit, qui va jeter des papiers en dehors d'une poubelle, on dit on est en insécurité. Non, c'est une incivilité. Il y a une assimilation abusive déjà. Et ça, le maire peut le gérer. Et ça, c'est le rôle des polices municipales. Hein, il faut avoir une vision très claire de ce que chacun fait. Après, le narcotrafic, il ne concerne pas forcément nos communes. On va dire au maire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre police municipale contre le narcotrafic? C'est une blague. Ce n'est pas notre niveau. Le narcotrafic, ça relève de la gendarmerie nationale, ça relève de la police nationale avec ses enquêteurs, avec des gens formés qui ont un
réseau, enfin qu'il y a un travail, etc., etc. Nous, on est sur la tranquillité publique. Mais c'est un des maillons essentiels de la sécurité, parce que ça contribue à l'éducation, au civisme, au respect entre les voisins, le respect de la réglementation locale. Tout ça fait partie des missions de tranquillité publique. Et c'est complémentaire aux missions régaliennes. Et le régalien, c'est l'État. On paye des impôts pourquoi? Pour avoir une défense, une justice et une police. Sinon, ce n'est pas la peine d'être citoyen d'un pays. Donc, il faut que l'État assume ses responsabilités. Et il y a quand même une faillite, notamment sur toute la petite délinquance. Et puis, il y a un grand manque, c'est l'absence de prévention. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes du coup sollicité par les préfectures notamment pour contribuer aussi avec votre police municipale. Et on se substitue. Souvent, on se substitue. La Cour des comptes a démontré que plus on a de police municipale, moins il y a de police nationale. Exemple, à Paris, dans un arrondissement de Paris, la ville de Paris crée un commissariat de police municipale. Il y a 50 agents. 3 ans après, il manque 50 agents au niveau du commissariat de police du même arrondissement. L'État retire, c'est ça sur la voie publique, c'est nous qui faisons le boulot sur la voie publique. Ouais. Vous les voyez quand? Moi, je ne les mets pas en cause, évidemment, parce qu'ils sont accablés de travail, de procédures. Mais les premiers à marcher quand il y a un incident dans une de nos communes, mais c'est notre police municipale qui est la première à marcher, qui arrive sur les lieux. Moi, je tempérerais un peu les propos de Jean-Pierre, parce qu'il faut savoir qu'en tout cas sur Bar-le-Duc, notre police municipale travaille avec la police nationale. C'est-à-dire ils font des patrouilles communes, ils ont du temps en commun. Voilà, je trouve que à la fois on pallie un petit peu effectivement le manque d'effectifs, mais aussi ça participe aussi de cette réunion de possibles que nous pouvons mettre au service de nos citoyens. Est-ce que ça, c'est pas aussi, si votre constat est un petit peu peut-être plus difficile de votre côté, est-ce que parce que vous êtes sur zone gendarmerie, que votre brigade aussi a compétence sur une quarantaine de communes autour de Vitry et pas que Vitry, là où on est sur une zone police nationale où la compétence reste très centrée sur le bourg-centre? Peut-être un petit peu différent aussi. Il y a des méthodes de travail qui sont certainement différentes, mais le concitoyen ne veut pas savoir si c'est le maire ou l'État ou la police nationale ou autre qui doit gérer la sécurité. Et moi, je crois que si on attend que l'État mette tous les moyens pour le faire, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, c'est une urgence absolue que de remettre de la sécurité et que la peur change de camp, comme le veut l'expression. Oui. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut qu'on s'engage massivement. C'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité. C'est à un moment, ça marche que si on y est tous. Et donc nous, notre police municipale doit s'engager, vous l'avez dit, on l'a armée, on a augmenté son nombre d'effectifs. C'est exactement le sujet du territoire de sécurité urbain et rural, sur lequel on a débattu ensemble d'ailleurs avec Jean-Pierre Bouquet. C'est jusqu'où devons-nous aller? Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve le juste milieu. On ne doit pas faire le travail à la place de l'État. Et pour autant, on a quand même une part du travail qui doit être fait. On est 271 communes ensemble sur ce territoire de sécurité, avec l'objectif, pour ce qui nous concerne, parce que ça relève de notre compétence, de mettre de la vidéoprotection sur des endroits qui sont stratégiques pour que cette vidéo soit mise à disposition des gendarmes. Mais après, ce ne sera pas à nous d'aller gérer les personnes qui ont été vues et filmées. Ça, l'image, en effet, doit être donnée à la gendarmerie nationale ou à la police nationale pour que le travail d'enquête se fasse, et entre nous aussi, que la justice derrière fasse aussi son travail. Moi, je vois l'effort, il est fait. Écoutez, les statistiques nationales, c'est 5 policiers pour 10 000 habitants. Moi, j'ai 11 personnes au poste de police pour 12 000 habitants. Donc, je suis largement de là. En moyenne nationale, c'est 26 € par habitant de police municipale dans les villes dotées d'une police. Nous, on est à 56. Donc, l'effort, il est fait. Bon. Mais ça veut dire qu'en partie, on se substitue à l'État. Alors, on le fait parce que ça rend service aux citoyens, mais il ne faut pas qu'on soit dans un engrenage où on nous transfère toute la responsabilité et que, faisant évoluer le statut des polices municipales, on les mette sous statut protection du procureur et que les communes payent et qu'on n'ait plus la main sur les polices municipales. Ça irait trop loin. Merci beaucoup. En tout cas, on voit de cette question de la sécurité, je l'avais dit, fera débat effectivement et fera débat également pour les élections prochaines. Merci d'avoir été avec nous ici depuis Paris à l'occasion de ce salon des maires. Juste sur cette collaboration ensemble, je fais un petit clin d'œil, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce clin d'œil de la beauté sauvera le monde, ce dispositif qui a été lancé pour la première fois à Saint-Dizier il y a maintenant quelques années en post-Covid. Aujourd'hui, 81 communes en France
arbore ses œuvres en plein air. 88, pardon. Ouais. 88. Et donc, Bar-le-Duc en fait partie pour la première fois cette année. C'était le moment de le dire. Voilà, nous sommes très très fiers parce que c'est le musée à ciel ouvert, comme je dis, dans nos rues et ça c'est important. À découvrir justement. Merci beaucoup. beaucoup à vous d'avoir été avec Merci. nous. On se retrouve très bientôt. Et on retrouve surtout maintenant Léo Martin dans les allées de ce salon. Il est aux côtés de la CPAM pour parler justement de cette problématique d'accès aux soins et de l'attractivité. On est au Salon des maires à Paris et qui dit Salon des maires dit santé forcément dans nos territoires ruraux. La santé est primordiale, le manque de médecins se fait ressentir. On est avec Maxime sur la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Maxime, comment on peut pallier au problème de médecins dans les départements ruraux ? Alors, par rapport à ça, l'assurance maladie, elle travaille avec les agences régionales de la santé sur ces sujets. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises par le précédent gouvernement qui visaient à des mesures de solidarité territoriale, c'est-à-dire faire venir sur les territoires sous-denses des médecins qui étaient volontaires. Donc, c'est en train de se mettre en place. Il y a l'initiative qui est portée actuellement par le gouvernement sur France Santé, donc de labelliser des endroits, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais l'action de l'assurance maladie, aux côtés de l'ARS, c'est d'essayer d'inciter des professionnels à se regrouper et à créer ces maisons de santé, ces pôles de santé. Et puis l'assurance maladie, elle va aussi mobiliser d'autres outils qui sont propres à ces missions, qui vont être par exemple de libérer du temps médical. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour des territoires comme la Haute-Marne, comme la Marne ou comme la Meuse ? Eh bien, c'est d'essayer d'adjoindre à un médecin un assistant médical qui va lui permettre de se concentrer sur l'examen des patients et toute la partie un petit peu les prises de poids, le suivi de la vaccination, etc. C'est l'assistant médical qui va le faire et donc on déploie ces métiers-là que l'on finance. On parle beaucoup de maintenant un médecin qui devrait être environ à 30 minutes de chaque personne. Quelle est la difficulté aujourd'hui ? Vous parliez des maisons de santé qui ouvrent de plus en plus, par exemple, sur nos départements. Est-ce que les maisons de santé sont uniquement la seule solution ? On parle des médecins qui peuvent bouger aussi un petit peu partout. Quelles sont des solutions qu'on peut apporter avec ça ? Alors, on va dire qu'en effet, donc le projet qui est porté France Santé, c'est de mettre un médecin à 30 minutes de chaque Français. Je pense que le sujet il a été vu et revu par tous les points. Je crois qu'il y a beaucoup de responsables, que ce soit des élus locaux, que ce soit des élus nationaux, que ce soit les institutions comme l'assurance maladie, comme les ARS qui essayent de se mobiliser. Voilà, alors il y a plusieurs vecteurs. Soit on arrive à inciter, on va dire, des professionnels à venir s'installer sur un territoire. Mais parfois, on s'aperçoit que sur le territoire, il manque peut-être d'attractivité pour ce professionnel. Alors du coup, il y a des initiatives aussi qui sont prises dans certaines régions d'essayer de financer des études médicales pour des futurs étudiants en médecine qui sont originaires de ces territoires parce qu'on se dit que peut-être ils auront envie d'y revenir et de s'y installer. Et puis le deuxième point, c'est tous les stages que l'on fait lorsqu'on est étudiant en médecine. Et bien des fois, lorsqu'on est accueilli dans un cabinet, notamment dans une zone peut-être rurale ou semi-rurale, c'est là où vont se créer peut-être les conditions d'une future coopération et donc d'une future installation. Et donc la mobilisation des maîtres de stage, et donc ce sont des généralistes qui accueillent des étudiants en médecine qui vont faire leur stage, elle est essentielle aussi dans la réussite de convaincre un médecin de venir s'installer sur un territoire. Voilà. Merci à vous, en tout cas merci beaucoup. Merci, et puis bon salon à vous. Voilà. Merci. Justement, on parlait de territoire rural et de santé. Je vous invite à regarder ce reportage sur la difficulté dans le Grand Est de ces territoires ruraux et ce manque de médecins. Nous venons de l'Université de Bourgogne. C'est à la maison de santé de Froncles qu'a commencé le déplacement en Haute-Marne de Nadège Hornbeck, vice-présidente de la région Grand Est, chargée de la santé, de la prévention et du handicap. L'élu est venu rencontrer le personnel et faire un état des lieux lors d'une visite du bâtiment. L'objectif de la journée, écouter et discuter avec les professionnels de santé locaux autour des problématiques sanitaires spécifiques de ce territoire. En Haute-Marne ou ailleurs, le bilan principal est finalement le même, les déserts médicaux s'étendent en ruralité. Tout le travail aujourd'hui est de trouver des solutions pour guérir le manque d'attractivité de ce secteur.
Nous mettons tous en place des dispositifs pour essayer d'attirer des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, dans les territoires. Au sein de la région Grand Est, les territoires ne se ressemblent pas forcément tous. Après, sur les enjeux de santé, nous sommes sur la même problématique de désertification médicale. Et il s'agit de voir avec eux de quelle manière ils s'organisent et quelles solutions innovantes, si elles le sont, ils mettent en place sur le territoire. Et de quelle manière aussi la région peut les accompagner dans les différents projets qui sont les leurs. Et place à présent à un nouveau temps d'échange ici depuis le Salon des maires et des collectivités à Paris, Porte Versailles, toujours sur Puissance Télévisions. 3 nouveaux invités nous ont rejoints pour parler un petit peu d'autres sujets, des projets innovants, la manière d'ailleurs dont les collectivités réinventent l'action publique, mais toujours la santé. On en discute dans un instant. Éric Bonnemain, bonjour, vous êtes avec nous. Vous êtes le maire de Villiers-en-Lieu, en Haute-Marne. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce plateau. À côté de vous, Gérard Fillon, vous êtes vous maire de Buret-sur-Saulx dans la Meuse et président de l'association des maires de Meuse. Et de ce côté, Jérôme Dumont, vous êtes vous le président du département de la Meuse et porteur du projet IME Santé. Justement, on en parle dans un instant. Éric Bonnemain, première question pour vous. On vient d'entendre à l'instant la CPM qui parle d'attractivité comme un atout majeur pour attirer des nouveaux médecins sur un territoire. Mais je crois que vous êtes particulièrement fier justement de l'attractivité que vous cherchez à mettre en place sur votre commune, ou en tout cas même qui est peut-être réussie. Vous allez nous dire justement des actions, vous en êtes fier, des actions que vous avez dynamisées sur votre commune, notamment différentes actions qui cherchent à tisser du lien entre vos habitants dans la commune de Villiers-en-Lieu. Oui, absolument. On essaye, nous, à Villiers-en-Lieu, de garder un dynamisme qui a toujours été présent, que ce soit associatif au niveau de la mairie et de nos élus. Et on a mis plusieurs opérations en place dont on est plutôt fiers et qui fonctionnent. On peut penser à l'opération Un arbre, une naissance qu'on a mis en place maintenant il y a 3 ans. On va faire la 3e année là, où effectivement on plante un arbre pour chaque naissance d'enfants nés au village, nés à Saint-Dizier pour la plupart, mais en tout cas de parents qui habitent le village ou de grands-parents qui habitent le village. Et on voit que, y compris pour les petits-enfants, ils gardent un lien fort avec leur village d'origine. Et ça permet à la fois d'éduquer les plus jeunes à l'importance de la nature et de tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là, et puis aussi de garder ce lien générationnel, intergénérationnel même, avec les parents, avec les grands-parents. Je pense à 2 autres actions également que vous avez mis en place justement sur ce lien, sur le lien intergénérationnel justement. Un qui est marrant, c'est le barbecue du maire. C'est une idée qui est à votre effigie justement pour créer du lien. Une autre, c'est la guinguette mobile qui est aussi passée par chez vous et qui est passée un petit peu partout. Je crois on parlera avec vous, Monsieur Fillon. Ça aussi, c'est des actions que vous avez mis en place sur ce mandat. Oui, alors le barbecue du maire, c'est porté par l'association du maire de Villiers-en-Lieu qu'on a créé effectivement l'année dernière. C'est une idée qui nous vient du Québec, de Farnham. Je salue d'ailleurs le maire de là-haut, Patrick, qui vient d'être élu, qui fait la même chose là-haut. Alors c'est une ville un peu plus grosse. Et c'est effectivement quelque chose qui nous permet à la fois d'essayer de collecter un petit peu d'argent pour une nouvelle association qui va nous permettre de répondre à des besoins, que ça soit pour les personnes qui habitent le village et qui peuvent être en difficulté, mais aussi effectivement avoir un lien direct avec nos habitants et pas seulement, parce que ça vient aussi de l'extérieur et de toute l'agglomération autour de nous. La commune, ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a porté cette année. On a eu une difficulté cette année, c'est qu'on est tombé en même temps que la finale de foot de Paris Saint-Germain. Donc on a eu un peu moins de monde que prévu. On espère que l'année prochaine... J'espère pas qu'ils ne soient pas en finale, c'est pas ça, hein, mais qu'on ne soit pas embêté de la même façon pour qu'on puisse effectivement avoir un peu plus de monde sur notre action qu'on va renouveler effectivement normalement fin mai. En tout cas, belle initiative pour l'attractivité justement. Jérôme Dumont, je me tourne vers vous justement pour mêler cette attractivité et la santé. On en a parlé juste avant, la CPM en a parlé. Pour vous, vous êtes en tant que président du département de la Meuse, chef de file pour le programme IME Santé, lancé avec le département de la Haute-Marne et celui de la Meurthe-et-Moselle. Ce dispositif a permis de tester de nouvelles approches en termes d'accès aux soins, en termes de process de prise en charge médicale. Comment ce type de projet peut aujourd'hui finalement inspirer d'autres collectivités et attirer aussi à venir expérimenter sur nos territoires ? Tout d'abord, déjà rappeler que la santé et l'accès aux soins font partie des priorités
des Meusiens et des Meusiennes, mais également des Français. Donc, à partir de ce constat, nous souhaitons mettre en œuvre un certain nombre d'expérimentations. Et en 2019, mon prédécesseur a candidaté au territoire d'innovation qui nous a permis d'aller sur cette expérimentation, comme vous l'avez dit, avec la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne sur Imeuse Santé, qui nous permet de en tester, d'expérimenter à la fois une organisation et aussi des actions claires en termes de télémédecine. Il y en a entre 15 et 20 aujourd'hui dans l'ensemble de nos 3 territoires, en Meuse, en Haute-Marne et en Meurthe-et-Moselle, autour d'un médecin qui est aujourd'hui à Meuse CGV, enfin, on va transférer, et qui permet d'être en télémédecine. Mais on a aussi des actions. Tout à l'heure, les maires de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc en parlaient avec le GHT et l'hôpital notamment de Verdun, sur des suivis en termes de pneumologie, en termes de femmes qui sont enceintes pour faire le suivi des grossesses à distance, notamment pendant la période du Covid. Et toutes ces expérimentations nous permettent par la suite de généraliser la méthode, l'organisation, pour être le plus efficace possible et pour répondre aux besoins de santé que nos concitoyens peuvent avoir. Comment finalement, je précise juste que le prix de l'accès aux soins 2025 a été remis justement au programme Imeuse Santé lors du congrès national à Vendôme. Comment finalement, dans la Meuse, parce qu'on l'entend, hein, on dit territoire qui n'est pas attractif, etc. Finalement, on innove là sur le sujet de la santé. Comment vous, Gérard Fillon, avec votre vision justement de président là, de l'association des maires de Meuse, mais aussi en tant que maire d'une commune rurale, comment on innove finalement dans nos territoires, dans la Meuse aujourd'hui ? Si vous voulez, ce département trop mal connu, qui souvent a une vision pessimiste, a beaucoup d'atouts. Notre positionnement territorial, très bien, nous sommes quand même plus près du cœur de l'Europe, et donc nous avons des possibilités. Nous avons des gens qui sont très motivés, qui sont courageux. On sait que tous les gens de l'Est sont des travailleurs, fidèles à leur territoire. Donc tout ça est très important. Et nous, derrière, si vous voulez, on a surtout une difficulté, c'est la possibilité d'accueillir les populations. Tous les Meusiens, tous les élus meusiens se sont battus, le département, les intercommunalités, les communes, les associations d'élus, pour inverser la courbe de la population. Ça, c'est un vrai handicap qui nous pose des problèmes à tout point de vue, parce que nous manquons d'ingénierie technique, financière, humaine, etc. Or, nous avons des chances, nous avons des atouts économiques. Je pense à Daimler, on a eu Safran, on aura CGO. Des entreprises qui sont vraiment aujourd'hui et notre problème, c'est qu'un département comme le nôtre, nous sommes en train, dans beaucoup de nos territoires, de mettre en place nos PLUI, dans le cadre de nos intercommunalités. Et nous sommes un peu corsetés avec toute cette législation sur le ZAN dont il a été beaucoup question. Le président Lisnard en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'était une incongruité d'appliquer cette législation sur notre territoire. À tel point que nous sommes maintenant dans la nécessité d'établir, de réunir tous les cadres de ce département et tous les élus pour essayer de travailler sur la façon de mieux accueillir de nouveaux salariés sur notre territoire. Daimler annonce plusieurs centaines d'embauches dans les années à venir, et il faut qu'on puisse le faire. Donc le département a un rôle important à jouer, et les communes et les intercommunalités aussi. Donc ça, c'est un des volets. Sinon, nous, dans les villages, nous travaillons aussi beaucoup sur la transition énergétique, sur la transition écologique. Justement, vous, donc là, on repart effectivement sur votre casquette de maire, sur celle justement du numérique, de l'énergie, de la mobilité, plutôt douce, hein, parfois. C'est sur les discussions qu'il y a beaucoup sur les tables aujourd'hui. C'est comment, effectivement, on sort un peu de cette voiture et on reprend un petit peu le vélo, finalement. Comment, là, on peut faire ça avec quels fonds? Et est-ce que, justement, l'impulsion économique des entreprises, des territoires, aide à ça? C'est peut-être ça aussi, finalement, quand on se dit on va travailler sur tel ou tel point, c'est parce que telle ou telle entreprise l'a suscité auprès de la mairie? À partir du moment où toutes les bonnes volontés, et le département est pilote dans cette opération sur le problème du vélo,
tout un schéma départemental est mis en place. Avec Roland-Meuse. Et dans les secteurs plus marginaux, nous travaillons, nous les élus de terrain, pour venir en complément de ce que fait le département. La mobilité est un véritable enjeu dans ce département qui est nord-sud, très étiré, avec des axes principaux qui sont est-ouest. Donc c'est une difficulté. On retrouve le même schéma sur la Haute-Marne, en tout cas sur ce long département. Oui. Je pense que Éric Bonin, vous serez d'accord avec ça. Une autre question, si on change effectivement ce volet économique, volet d'énergie, la question de la jeunesse. Aujourd'hui, effectivement, on a des jeunes, bien sûr, sur les territoires, ici aussi, des jeunes naissent. On l'a dit avec cette initiative où on plante des arbres à chaque naissance. Comment, aujourd'hui, vous arrivez, vous, collectivement, à mobiliser ces jeunes aujourd'hui? Et je crois que vous le faites dès le plus jeune âge, avec différentes actions. Chez vous, sur le département, c'est avec ce conseil départemental des enfants. On a le conseil municipal. On a effectivement le passeport du civisme, je crois également aussi chez vous à Villiers-en-Lieu. On a différentes actions qui mobilisent, notamment également aussi le collectif Jeunes en Meuse, avec des jeunes un peu plus adolescents, jeunes adultes. Comment on les mobilise et est-ce que ça permet derrière d'avoir des citoyens plus engagés aussi sur le territoire? Alors effectivement, si on prend l'exemple du collectif Jeunes en Meuse, qui va fêter ses 3 ans, on a voulu leur laisser une consultation et nous dire ce qu'ils voulaient. Et les thématiques qu'évoquait Gérard reviennent, notamment celle de la mobilité, parce qu'on sait que c'est un frein, mais comment on fait de ce frein une opportunité pour l'avenir? Et on a lancé au conseil départemental il y a un peu plus d'un mois maintenant le laboratoire des mobilités, parce qu'on sait que vivre en Meuse, mais je pense que c'est pareil en Haute-Marne, pour faire ses études ou pour se rendre à son travail, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dépendant à la voiture. Donc on peut accompagner les jeunes à passer leur permis de conduire. Ça, c'est des bourses qui existent, mais on doit aussi imaginer pour demain, et ça aussi c'est de l'innovation, et c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de volonté et d'opportunité, réfléchir aux nouveaux modes de transport pour la ruralité. Ça peut être le vélo, ça a été évoqué, avec des infrastructures qui doivent se développer. On a le V19, le V52, les axes nord-sud, est-ouest, pour le département, mais relié aussi, pourquoi pas, à Saint-Dizier, au lac du Der. Et puis, on a une opportunité extraordinaire dans le département qui est celle de Meuse TGV, puisque Meuse TGV, aujourd'hui, c'est 300 000 voyageurs qui nous permettent d'être à 1 heure de Paris, 1 heure de Strasbourg, au centre finalement de la région Grand Est, et d'avoir des opportunités pour se déplacer au cœur de l'Europe. Donc tout ça, c'est important. Et ça permet, si je reviens sur mes questions des jeunes, ça permet de les garder ici sur le territoire, ou en tout cas qui partent ailleurs et qui reviennent plus facilement dans le territoire aussi? Il ne faut pas à tout prix les garder, parce qu'il faut qu'ils puissent avoir, encore une fois, un regard extérieur, qu'ils puissent faire des études et revenir derrière avec différents âges de la vie. Ça, c'est important de le laisser. Mais pour qu'ils puissent revenir, et ça a été évoqué aussi après, c'est quelles conditions d'accessibilité on leur donne en termes d'habitat, en termes de mobilité, encore une fois, mais surtout tous les services que là, les communes et les collectivités peuvent apporter, notamment les services à la personne, mais également la garde d'enfants. On doit vraiment avoir un panel complet des services à donner à nos populations. Sur les jeunes, toujours, Eric, de l'autre côté, donc ces jeunes, c'est un peu plus jeune que le collectif Jeunes en Meuse. Là, on est vraiment sur des niveaux d'élèves qui sont en primaire. Est-ce que de les avoir avec vous sur peut-être aussi des premières décisions à leur niveau, ou alors leur regard d'enfant, est-ce que ça change aussi votre vision, vous, en tant que maire, la vision du conseil municipal, de voir la commune et de travailler les projets de la commune? Oui, effectivement, on a, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a mis en place le passeport du civisme 1 an après Saint-Dizier, donc on a entamé la 3e année. On voit la différence, parce qu'on travaille avec les jeunes donc de CM2, donc de fin de primaire, pour essayer de leur inculquer quelque chose de différent de ce qui se passe à l'école. On travaille beaucoup avec l'école, mais c'est différent parce qu'on sort, parce que voilà. Là, ils vont vendredi au Festival de la photo de Montier-en-Der. Enfin, on essaye justement d'avoir des actions comme ça. On en fait des citoyens ouverts, engagés aussi derrière. C'est ça, ouais. Et on voit complètement la différence. Comme je dis toujours, les anciens du passeport du civisme, quand on les croise dans la rue, déjà ils nous disent bonjour. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais ça change complètement par rapport à avant.
parce qu'avant, ils nous connaissaient, Bon, ça, mais c'était ils pas ne au nous rôle du connaissaient maire pas, de voilà, leur ils nous indiquer le connaissaient bonjour, pas de la quand même même, façon. Et là, ils sont contents de venir nous voir, ils sont contents. Et effectivement, et l'année prochaine d'ailleurs, on va créer le Conseil municipal des jeunes dans le cadre du passeport du civisme pour effectivement aller encore plus loin dans cette aventure avec eux, parce que c'est dès le plus jeune âge. Et effectivement, les plus grands après, peut-être qu'on ne les gardera pas tous, mais je parlais de l'attachement tout à l'heure qu'on avait avec, territoire, bien sûr, oui, avec oui. les arbres. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à leur faire créer un attachement avec leur village, leur ville d'origine. On a tous le même problème, que ce soit les petits villages haut-marnais ou meusiens, puisque c'est les mêmes territoires, ou les plus grosses villes. Il faut qu'on arrive à capter nos jeunes pour qu'ils aient envie de revenir un jour parce qu'ils ont un attachement fort Regagner avec notre territoire. Et gagner peut-être ou regagner cet attachement au territoire et cette envie d'être mesuré au Marnais. Oui, sur ce sujet, moi, je voudrais évoquer une opération qui est meusienne, qui nous vient de Mont-de-Vent-Sassé. Ouais. C'est les ambassadeurs du patrimoine. Et ça, c'est formidable parce qu'on forme des jeunes, l'association forme des jeunes à partir de 12 ans pour qu'ils prennent en compte l'histoire de leur village, l'histoire, le patrimoine, et ils font visiter leur village. Les jeunes eux-mêmes font visiter leur village. Et on a même des jeunes qui, se débrouillant bien, par exemple en langue anglaise, font visiter l'église de Mont-de-Vent-Sassé à des visiteurs étrangers en anglais. On coche toutes les cases, là. Voilà, donc ça, c'est une opération qui est superbe, voilà, qui est venue d'une façon tout à fait empirique par des élus qui avaient constaté que les gamins du village allaient plutôt jeter des pierres dans les vitraux de l'église. Les ont fait rentrer dans l'église. Au départ, je demandais ce qu'ils allaient faire là. Et finalement, ils sont rentrés, ils ont trouvé que c'était très bien. Et maintenant, ce sont eux les ambassadeurs de leur territoire. C'est adaptable partout. Finalement, est-ce que c'est pas la jeunesse, l'avenir des territoires ruraux, c'est pas eux justement qui prennent à bras le corps justement ce sujet Aide-toi, le ciel t'aidera. Et dans des départements comme le nôtre, si on ne se bat pas, nous tous, dans nos différentes fonctions, ça n'avancerait pas. Oui. Et donc, on est vraiment obligé d'être actif partout. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce sentiment d'appartenance qu'on doit créer. Bien sûr. On est tous d'une commune et d'un département. On va s'identifier. Toi, tu viens d'où ? On va dire sa commune et après, on va dire son département. Et ça, ce sentiment d'appartenance, on doit... Alors, on va dire entre Reims et Nancy. Oui, et c'est important de le dire. Et puis, on doit cultiver aussi notre sentiment de fierté. Il se passe des choses extraordinaires dans nos territoires, dans le département de la Meuse. Quand le président de la République, quoi qu'on en pense, vient à Ligny-en-Barrois et qu'on échange avec les dirigeants de Daimler qui nous disent « on a choisi la Meuse ». Par rapport à ses atouts, oui, on a un département attractif. Là, on a une main-d'œuvre qui est qualifiée, on travaille, on est à proximité de Paris et de Strasbourg, on a plein de capacités et ça s'est fait au détriment de l'Allemagne. Oui. Enfin, pas au détriment de l'Allemagne, mais en concurrence avec l'Allemagne. Et ça, il faut qu'on le véhicule. C'était vraiment l'idée, quoi. Le Choose France, Choose Ligny-en-Barrois. Et ça, peut-être que parfois, est-ce que ça vient de notre ruralité, mais on a un sentiment d'infériorité, ouais. Et on veut pas le dire, c'est pas pour nous. Si, soyons fiers de ce que nous faisons dans nos territoires, dans le département de la Meuse, on a plein de réussites, et si nous, les élus, on véhicule pas ça, c'est pas les autres territoires qui vont le faire à notre place. Dernière question avant qu'on se quitte justement. Là, on parle de choisir, on parle de sentiment d'appartement, cette fierté locale. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de mobiliser, alors non plus les enfants cette fois-ci, mais de mobiliser les citoyens de leur problématique ? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à constituer des listes pour les élections avec des citoyens engagés ? Est-ce qu'on arrive aussi à avoir les citoyens avec nous dans des projets ? Et là, je pense notamment à votre projet qui a été mis en place cette année, justement de consulter l'ensemble des Meusiens. Alors, c'est un pari que nous avons fait avec Julien Didry sur la démocratie participative, mais ça rentre aussi dans ma fameuse idée qui était un budget participatif. On a fait 2 éditions et qui était d'aller mobiliser
à l'instar aussi du collectif des jeunes, les populations sur des thématiques qu'ils ont choisies eux-mêmes et qui ne vont pas être une surprise pour chacun d'entre vous. C'est la santé, l'habitat, les mobilités, l'attractivité du territoire et puis la citoyenneté, le vivre ensemble. Et tout ce qui est mis en avant, donc on a fait des ateliers, il y a des idées qui sont ressorties et on va mettre en œuvre des actions pour répondre à ce que les Meusiens et Meusiennes nous ont demandé. Oui. Et ça aussi, si on dit que la démocratie en ce moment ne fonctionne pas vraiment, pas suffisamment, mais c'est vrai quand on regarde le national, mais le local fonctionne bien et on doit continuer à les solliciter, même si parfois il n'y a que quelques personnes qui viennent. Éric, vous vouliez réagir justement, le mot de la fin est pour vous. Oui, effectivement, on peut avoir deux solutions. Soit on se lamente sur le fait que la société a changé et qu'on est dans une société beaucoup plus de consommation que de participation, soit on prend les devants et on s'adapte. En tant qu'élus et d'élus locaux, en tant qu'élus locaux, on doit absolument s'adapter. Donc il faut aujourd'hui participer à cette société telle qu'elle est et trouver les solutions qui correspondent à ce qu'attendent les gens. On est au Salon des maires sur le stand de l'AMF, juste derrière nous, donc l'association des maires de France. Et forcément, dans quelques mois, c'est les élections municipales. Je suis avec Sylvie, maire d'un petit village dans le Gers. Bonjour Sylvie. Alors, tout d'abord, quels vont être les enjeux l'année prochaine pour les élections municipales ? En premier lieu, ça va être déjà qu'il y ait des listes donc, dans chaque commune, puisqu'il y a une petite défection des maires aujourd'hui, plus par des craintes de tout ce qu'on voit. La morosité générale aussi fait que l'engagement est moindre, mais il est moindre dans les associations. On le voit que c'est dans le monde général que les gens ont de moins en moins envie de s'investir. Donc à nous, à aller chercher des personnes qui vont nous accompagner lors des prochains mandats. On parlait des difficultés administratives, est-ce que ça peut être un point, des incivilités également ? Est-ce que ça peut être des difficultés supplémentaires pour trouver des maires ? On parle d'énormément de maires encore à trouver dans certaines communes. C'est pas les incivilités, oui, ça existe. Je pense que c'est pas ça le frein général, parce que quand on a l'envie de donner pour sa commune, ce n'est pas ça qui va nous retenir. C'est plus la difficulté. On a des difficultés financières pour pouvoir faire des projets. On a besoin, comme tout le monde, on a besoin de vivre pour que la commune vive et s'il n'y a plus les communes, il n'y a plus rien. Il ne se passe rien dans nos départements. Et je pense que c'est plus ça qui est inquiétant aujourd'hui. Vous pouvez retrouver également un reportage que vous allez voir tout de suite qu'on a fait il y a quelques mois. On avait rencontré des élus meusiens, des élus haut-marnais sur la difficulté du métier de maire. Depuis 2020, Jean-Michel Guyot est aux commandes de la mairie. Installé à son bureau, il enchaîne les dossiers et les appels téléphoniques. À un an des élections municipales, les maires de différentes communes voient leur charge de travail augmenter et surtout les tâches administratives qui rendent difficile ce métier. Depuis la loi Notré de 2015, ce travail de chef de la commune a alourdi les problématiques déjà pesantes sur cette fonction. Le métier de maire, pour moi, on n'a jamais eu autant d'évolution dans les lois en 10 ans qu'en 30 ans. Les 10 dernières années, depuis la loi Notré, on a eu la loi Notré, la loi Allure, la loi Elan, la ZAN, faut se battre en permanence sur ce qui arrive depuis le gouvernement, depuis le Sénat et l'Assemblée nationale, tout ce qu'on nous impacte, et ça se traite sur le territoire. On subit aujourd'hui la ruralisation face à la métropolisation. On a voulu faire des grandes métropoles, on a malheureusement créé un désert dans le monde rural, et aujourd'hui on les met en confrontation. En plus des changements administratifs, les décisions politiques et géopolitiques impactent également les petites communes. Les budgets sont en baisse, une tâche supplémentaire à traiter pour les maires. On doit faire des économies partout, on a de moins en moins de dotations et de subventions et ça devient très très compliqué, d'autant plus que les prix, quand vous faites une route, les prix ont été multipliés, je dirais pas par 2, mais pratiquement. Donc c'est vraiment très compliqué maintenant. On a réduit un petit peu les dépenses, effectivement. J'ai cherché des solutions, notamment quand il y a eu les hausses de l'énergie, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ralentir, non. On ne ralentit pas, si ce n'est par le fait qu'on ait des dates butoirs pour déposer nos dossiers de subvention que nous n'avions pas auparavant.
et que maintenant, si on n'a pas le feu vert, on ne peut pas commencer. C'était déjà le cas auparavant, mais ça prend un temps beaucoup, beaucoup plus long. Les élections municipales sont dans un an, mais d'après une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, 30% des maires hésitent à se représenter en 2026, contrairement à 20% en 2020. Avec ces difficultés, la question se pose, mais la reconnaissance des citoyens est aussi un facteur clé et déterminant avant les prochaines échéances politiques. Le relationnel avec la population, qui ne comprend pas toujours ce qu'on met en place, et qui constate en fait les obligations administratives qu'on est obligé de mettre en place, qui génèrent du financement, et que le lambda, lui, considère que c'est complètement inutile. Donc lui expliquer l'obligation qu'on peut avoir dans la gestion au quotidien, ça, les gens ne le comprennent pas. Où on pourrait considérer que c'est le bureau des pleurs, c'est parce que justement l'administration, tout ce qui est administratif devient très compliqué. On se pose toujours des questions dans le cadre du renouvellement de la fonction, sachant malgré tout que l'intérêt qu'on porte dans notre responsabilité, c'est qu'on essaie, autant que faire se peut, d'améliorer le quotidien de la population. D'après certains maires, ces problèmes sont liés à la difficulté d'aligner cette fonction avec la vie de famille. À un an des élections dans les communes du territoire, des surprises pourraient bien avoir lieu. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur ce plateau ici depuis Paris. Merci. Je reprends le mot de la fin juste pour remercier les équipes qui ont participé à la collaboration pour ce plateau ici à Paris. Merci aux équipes de production et merci à la rédaction. On se quitte donc avec ces dernières images du salon. Et ne manquez pas demain 19h30 en direct sur Puissance Télévisions, la nuit des réussites. Un moment d'être justement fier de ce qui se passe dans nos départements. Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne, une grande soirée économique présentée par Jean-Philippe Doux et Clémentine Coppola depuis la Barroise de Bar-le-Duc. Très bonne soirée.